faut monter, on va partir. C'est ça, chauffeur, il y a des deux carrefours. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche pour votre émission Le Décryptage. Ce soir, nous revenons dans le décryptage sur un pan majeur du discours à la nation du chef de l'État, ce fameux nouvel état d'esprit du Béninois. Nous analyserons également quelques options de campagne électorale des partis politiques en lice pour ces élections communales et législatives. Nous sommes installés. Bonsoir à vous. Agapit Napoléon Maforican, vous êtes notre consultant politique. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Habituellement, nous démarrons ce programme Agapit Napoléon Maforican par les non-dits ou les mal-dits sur nos plateaux de la matinée. Mais pour tout vous dire, nous devrions initialement proposer 2 entretiens aux téléspectateurs ce dimanche. En plus de nos échanges avec M. Ayadji, notre agenda prévoyait un second avec un sociologue pour mesurer scientifiquement ce nouvel état d'esprit vanté par le chef de l'État le 23 décembre 2025 devant la représentation nationale, mais les universitaires approchés n'ont pas tenu le pari, malheureusement, sur les 2 conviés, l'un ayant donné son accord de principe, s'est défilé invoquant une indisponibilité de dernière minute, tandis que l'autre, bien que présent pour l'émission, a finalement confessé son inconfort total face à la sensibilité du sujet. Alors, vous allez devoir faire office de sociologue sur ce coup-là pour donc traiter la question. Mais d'entrée, ce désistement ou ces désistements des intellectuels, Agapit Napoléon Maforican, serait-ce un malaise chez ces intellectuels alors qu'il s'agissait d'analyser froidement, si je peux le dire, ce nouvel état d'esprit convoqué par le chef de l'État ce 23 décembre? Bien, merci. Au forum politique du mercredi 31, Georges Anagono me dira si j'ai assumé ou pas. Lui laisse faire grand propos. Mercredi 24 plutôt. Mercredi, non, je dis au prochain. Au prochain. Au mercredi 31 décembre, il me dira si j'ai assumé ou pas. Alors, bon, la sociologie politique, je l'ai touchée plus ou moins en cours de droit. Non, il ne s'agit pas de réaction empirique, mais ce serait plutôt une lecture personnelle. Les désistements, il faut les mettre sous le prisme un peu de cela. Donc, ce que nous dirons... De la sensibilité du sujet? Non, du fait que, vous savez, parfois j'avais dit que le chef d'État semble le seul à être sûr de ce qu'il fait. Oui. Il y en a, et c'est un peu dans la logique des gens, il y en a qui disent, bon, je suis dans le mouvement, quand c'est bon, quand c'est pas bon, je dois rien perdu à être dedans. Il y en a qui sont convaincus réellement, mais bon, donc ils sont très peu. Et donc du coup, il y en a qui se laissent autant n'emporte le vent, ils font avec. C'est pour dire simplement que c'est pas toujours évident que tout suive ce mouvement. En dehors de cela, il faut dire que l'université, à mon humble avis, ne joue pas toujours son rôle. Parfois de la faute des politiques, parfois de la faute des universitaires eux-mêmes. Nos laboratoires, on a tellement de docteurs en sociologie, docteurs en X, docteurs en Y, docteurs en Z, professeurs agrégés, professeurs maîtres de conférence, on a tout ça. Moi-même, je suis un élément, un petit pied, ou quelques orteils, enfin quelques pouces, ou une partie de ma plante de pied vers l'université, parce que je suis chercheur de connaissances.
Je suis pas chercheur, je suis chercheur de connaissances. D'accord, Et comme je comprends. suis chercheur de connaissances, je peux dire ça. Donc je vais fouiner vers là-bas. J'ai jamais été totalement déconnecté, même si je traîne mes pas pour avancer par là. Mais l'université doit pouvoir avoir les moyens et produire. J'ai toujours dit, l'université doit produire pour les politiques. Et les hommes et les décideurs, les actions des décideurs doivent inspirer l'universitaire. On n'est pas encore totalement là, plein d'études, plein de publications qui ne sont pas du tout analysées, lues, exploitées par les politiques, parce qu'ils n'en ont pas connaissance et on lit très peu. Et peu de décisions des politiques qui ne sont analysées par les universitaires, qui sont très théoriques, empiriques et produisent pas grand-chose. Ce coup-là, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire une étude sur ce nouvel état d'esprit? Non, c'est parce que ils n'ont pas. Il y a très peu de moyens pour le faire. Il y a très peu de volonté également. Il n'y a peut-être pas une politique nationale en la matière, si bien qu'ils préfèrent être dans les cabinets, directeurs de cabinet, directeurs de cabinet, chercheurs, enfin, pas chercheurs, et consultants pour les politiques. Ils sont dans les institutions de la République. Donc, ils sont agrégés, pas pour être. Alors que l'universitaire n'est pas dans les cabinets. La place de l'universitaire, c'est surtout celui qui progresse. Tu es maître de conférence, tu es professeur titulaire agrégé, ton rôle, ta place n'est certainement pas dans les cabinets ministériels, dans les institutions. Non, pas du tout. Le savoir-faire, c'est pour les professionnels. L'université, ils n'en sont pas moins. Non, ils ne sont pas professionnels. L'université n'est pas professionnelle. Académique, certes. Mais... Non, pas du tout. L'universitaire a choisi d'être dans les recherches. Donc, du coup, lui n'est pas professionnel. Le chercheur n'est pas formé professionnel. Et donc, il est chercheur. Il est un peu comme il est laboratoire de recherche en langue, un laboratoire de recherche en sciences politiques, laboratoire de recherche en sciences. Ouais. Donc, quelqu'un pour qui je veux faire un petit coucou, c'est le professeur Ibrahim David Salami, qui est professeur agrégé de droit public. Il est spécialiste du droit administratif, il a un laboratoire, il produit, il vient de publier un livre. Donc, il peut inspirer ceux qui sont dans les marchés publics. Il a un master, il dirigeait un master, je ne sais pas si ça continue, sur le marché public. Il est présentement président de la chambre administrative de la Cour suprême. Voilà, donc je prends ce cas, par exemple, pour juste illustrer, je lui fais un coucou parce que je bénéficie beaucoup d'attention de lui, donc je voulais lui faire un coucou. Mais je le dis parce qu'il produit. Et ces productions sont du point de vue technique, peuvent être exploitées. Et il a eu à publier sur des questions des décideurs. Et l'autre, président Victor Topano, il produit. Il est politique, lui. Il produit aussi. C'est parce qu'il a un laboratoire, lui. Mais donc, c'est pour dire qu'au moins, cela, c'est le professeur Guédégbé, qui est président de la chaire, je ne sais pas s'il est toujours là, organise des colloques. Le doyen de la faculté des sciences de la faculté de droit et des sciences politique, a organisé une série d'activités tout récemment. Alors, vous voyez, ces inspirations, pour ce que je connais, c'est mon champ, ça. Ces activités permettent de nourrir la réflexion et les décideurs devraient s'inspirer, prendre dedans ce qui peut les intéresser et en retour, l'universitaire doit analyser. Donc, dire qu'ils n'ont pas le temps, non. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Nos sociologues doivent pouvoir se bouger un peu le cul, comme on le dit. Et je ne veux pas être trivial. Parce que ce dont nous souffrons, c'est l'absence d'un regard critique, d'un regard pertinent et d'une contribution efficace des sociologues dans nos lois pour gérer un certain nombre de situations. Moi, honnêtement, j'ai fait, par exemple, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Je prenais partie la grande dame qui était comme un sociologue, et je ne cite pas le nom, mais pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je disais toujours, mais les sociologues, vous servez à quoi? Quand moi je lis la loi sur la corruption à l'époque, la loi 2011-20, je ne parle pas des déclinaisons actuelles, je me dis, mais est-ce qu'on est au Bénin, ou bien on a copié-collé des lois françaises? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer, de manière formelle. Mais quand tu ne... C'est-à-dire que lorsque personne n'en parle, mais demain on te l'oppose. Quand tu es tombé sur le coup de la loi, ou bien si... on te le pose. Et quand tu dis, je ne sais pas, on va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est dire quoi? C'est dire simplement qu'il y a un vrai, il y a une autre hiatus au niveau de l'interaction entre l'université et les pouvoirs publics. Pour qu'il y ait une dynamique qui profite un peu aux uns et aux autres. Le CODESIA, c'est un centre qui est à Dakar, mais qui produit beaucoup. Je pense que les chercheurs
et font beaucoup de publications en la matière. Et un jour, j'ai participé à un colloque où on a parlé beaucoup de cela. En Afrique, tout le monde se rue dans les cabinets ministériels, dans les institutions de la République, parce que simplement c'est là. Peut-être qu'on peut engranger quelques primes, on peut arrondir les... Mais je pense que quand même, il y a eu une sorte d'aménagement un peu quand même de la situation des universités. Peut-être que ce n'est pas totalement bien. Je voudrais lancer un clin d'œil au gouvernement et peut-être au nouveau gouvernement, à la nouvelle dynamique politique, au regard en dehors des efforts faits par la décennie Talon sur la décennie Talon pour donner plus d'éthique à l'université, donner plus de poids à nos diplômes, donner plus de sérieux à ce qui s'y fait. Je pense qu'il faut donner de la place à l'université. Le pouvoir scientifique, il faut leur donner des moyens pour être en mesure de produire, d'avoir aussi les facilités peut-être qu'ils vont aller chercher dans les institutions pour qu'ils puissent se consacrer aux productions intellectuelles, scientifiques qui peuvent nous aider, aider les décideurs et aider les praticiens. Vous voyez, un magistrat, il est dans son magistrat, il est là-dedans, il travaille, il applique la loi. L'universitaire va regarder la loi qu'il applique, la manière dont il applique, interroger notre environnement et peut-être lui produire un certain nombre qui n'engage que mais qui va aller questionner les pratiques dans les sociétés peut-être qui sont ont les mêmes cultures que nous et demander est-ce que nos lois correspondent. Donc voilà un peu cette interaction. Mais celui qui est à l'activité, comme nous, comme magistrat, comme l'économiste, comme l'ingénieur agronome, lui n'a pas le temps d'aller faire ces recherches-là. Lui est dans son domaine, il travaille, il lit les recherches de l'universitaire, ça peut l'inspirer, et ainsi de suite. Voilà un peu. Donc, ce n'est pas parce qu'ils se sont peut-être débinés, ils n'en peuvent pas, mais ils n'ont pas le temps peut-être d'y réfléchir, parce qu'ils sont gagnés par le gain, par le besoin quotidien d'arrondir les fins du mois, et ils sont dans les cabinets ministériels, dans les institutions, ou alors à l'université. Ils ont des laboratoires qui ne servent pas à grand-chose. Ça, c'était votre coup de gueule et en même temps votre doléance, espérant pour vous que vous ne vous attiriez pas le foudre aussi clairement. Ça, sur mon cheminement, disons que j'ai déjà suivi ça, donc ce n'est pas la première fois. Mais je salue ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont animés. Ceux qui répondent aussi. Je salue ceux qui sont là, qui sont animés de bon esprit. Et donc, non, ce que je dis sur l'université n'est rien de méchant. Le pouvoir scientifique, j'ai toujours dit qu'il faut nécessairement un pouvoir scientifique actif. Et pour ce faire, ce n'est pas dans les cabinets ministériels, dans les institutions qu'on doit les voir. On doit les voir. Quand tu fais la recherche, quand tu vas devenir chercheur, c'est certainement pas pour être dans les cabinets ministériels. Un chercheur, il est dans son laboratoire pour chercher. Quelqu'un dira, mais vous cherchez, vous avez trouvé quoi? Ben, il va falloir quand même que, quand l'État met les moyens pour qu'on vous forme et que vous formez des jeunes, il faut que vous vous concentrez sur ce pourquoi vous les formez. Mais si vous devez faire un tour au cabinet, maintenant ceux qui ont des expériences 20 ans, 30 ans après, bon, donc c'est normal que, bon, ils renforcent. Bon, je ne parle pas nécessairement de tout le monde, mais je parle quand même de plus jeunes qui ont ça et qui se retrouvent encore. Très tôt, ils sont chercheurs, ils sont maîtres de conférences, ils sont titulaires. Très tôt, ils se retrouvent en même temps dans les cabinets. Mais je me dis, mais si c'est pour ça, pourquoi ne sont pas aller faire étudier, pourquoi sont allés dans les recherches. Voilà, donc, mais cela dit, c'est mon point de vue et il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Absolument. Maintenant, revenons au sujet lui-même. Agapit Napoléon Maforican, le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Je vous demandais dans un autre format si ce nouvel état d'esprit existe réellement. Vous, quel est votre indicateur de ce nouvel état d'esprit? Vous savez, lorsqu'on vient analyser les comportements d'une société, il y a 2-3 facteurs pour moi. D'abord, il faut rester là et observer. On observe l'immersion ou l'observation directe. Alors, vous venez au Bénin d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de connaître le Bénin révolutionnaire, comme je vous l'ai dit. Oui. C'était l'État central et l'État dirigiste. Donc, on est mis au pas. Et finalement, le mental psycho-affectif se met en place et nous obligeait, et moi j'ai grandi dans ça, je n'ai pas connu le temps ancien, mais nous balayons systématiquement les samedis la devanture de portail. Okay. C'est-à-dire que la salubrité, c'est tous les samedis, il n'y a rien à dire. À l'école, vous savez que les vendredis, c'est pour les activités coopératives et de production, systématique. Donc, vous allez en Europe, même au Ghana à côté, vous ne pouvez pas jeter les déchets par terre. C'est ça un état d'esprit qui se met en place progressivement. Par exemple, donc, vous, psychologiquement, vous devenez enfin une mécanique agissante
dans un certain centre, parce que vous avez été éduqué, moulé, formaté dans ça. Et donc, ça c'est le premier. J'ai connu le renouveau démocratique et le désordre qui s'en est suivi, où à moins de choses on dit on est en démocratie, à moins de choses on dit on est en démocratie. Donc, une pagaille qui s'est installée, une anarchie presque simple, et lorsque l'État va intervenir, on dit ah non, 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 on a connu 20 ans de dictature militaro-marxiste, il faut laisser les gens se défouler. Donc, on a géré le défoulement sur des années. Kérékou, les 5 ans de Soglo, c'était catastrophique. Pas pour lui, mais personne, les gens ne l'ont pas laissé la main pour gouverner, et lui-même, il a... Donc, on a eu les 10 ans de Kérékou, qui lui, bon, il est resté au minimum possible. Il ne touche pas à grand-chose. Les gens diront qu'il a travaillé pour la paix. Mais oui, d'accord, il a mis l'humain au cœur de ci, de ça, c'est vrai. Mais ce faisant, il n'a touché pas à grand-chose. Bien. Donc, vous comprenez pourquoi Yahya Boni dit qu'il faut qu'on change. Bien sûr. Bon, il est venu, il n'a pas su gérer la coalition pour le changement. Et voilà le comportement d'une société. Patrice Talon, quand il dit nous sommes dans un pays de pagaille, par exemple, quand il le dit aussi, il le dit souvent. Quand il le dit comme ça, mais vous savez combien de personnes le disent sans avoir le micro pour que sa voix porte autant que celle du président de la République? Quand il a parlé du désert de compétences, combien de personnes ne se sont pas soulevées? Notre ego nous empêche de faire notre introspection. Et lorsqu'on nous dit certaines vérités toutes crues, ça nous choque. Le désert de compétences et intellectuel taré dépaysé, où est la différence? Intellectuel taré dépaysé, c'est Mathieu Kérékou. Militaire, et il a dit sur 20 ans. Alors, quand on parle du désert de compétences, mais moi, je ne me sens pas dans ce désert. Alors, moi, je n'ai pas compris les gens qui ont commencé par réagir. Mais attends, mais il a fait une analyse. Et moi, les petites expériences que j'ai eues, en privé comme dans l'administration, j'ai quand même été 5 années à la HAC et 4 années à l'autorité nationale de l'État, ça m'a fait 9 années en administration. J'ai vécu les réalités du désert de compétences. Par exemple, pas parce que tout le monde soit mauvais, mais c'est que tu ne peux pas, même des gens qui sont censés grands diplômés, mais c'est que parfois, de certains débats, tu te dis, mais lui ne peut pas raisonner comme ça. Donc, ça fait que quoi? Ça fait que ou bien face à une situation qu'on peut régler en quelques minutes ou en 2 heures, on prend des semaines. Sous la décennie Yahi et Talon, on a connu des conseils des ministres qui finissent à midi. Mais on a connu des conseils des ministres qui duraient 3 jours. Donc, c'est pour dire que lorsque un peuple est abandonné, il prend des libertés. Alors, vous me parlez de l'état d'esprit. Il prend des libertés. Donc, jusqu'en 2016, l'état d'esprit, c'était quoi? Ici, c'est le Bénin, pays de pagaille. On est chez nous, rien ne se passera. La loi, bon, enfin, quand on connaît des gens, on peut tout régler. Tu as une situation, on te sort, d'abord tu tournes au tribunal, comme le juge ploie sur les dossiers, le dossier est perdu quelque part, bon voilà. Bref, c'était une sorte de laisser-aller impossible. Depuis 2016, on connaît une gouvernance, comme je vous l'ai dit, exigeante, qui a mis désormais l'autorité de l'État au cœur de l'action publique. Et le chef de l'État lui-même s'est donné cette exigence dans tout ce qu'il fait. Les membres du gouvernement se sont donné cette exigence. Du coup, combien de ministres, vous avez entendu dans un travers, on a écrit, avant on écrit contre des ministres et rien ne se passe. Ils restent là, ils ne bougent pas. Cette fois-ci, combien on a connu sur 10 ans. Donc, il y a une sorte d'éthique politique qui s'est installée dans la gouvernance, avec une exigence dans la conduite des affaires de l'État. Du coup, ceux qui sont habitués à ici, c'est le Bénin, rien ne se passera, comme on le dit simplement, rien ne se passera. On est au 229. Ils ont commencé par parler de dictature. La dictature a une explication et des indicateurs. On est en pleine démocratie. On est en grande démocratie, on est en haute démocratie, parce que rien n'a été corrigé dans les textes fondamentaux. Mais la gouvernance est exigeante et dynamique. Et donc, on ne laisse plus de place au travers. La criette a été créée et a été nourrie. L'administration. Et le paradigme a évolué dans notre administration. On a commencé par travailler maintenant. Parce que vous ne travaillez pas en même temps. Des primes indues ne sont plus payées. Nous tous, on le ressent naturellement. On est habitué, quand tu gagnes 100 000 francs, tu es habitué à en dépenser 300. Évidemment, alors que tu n'as pas d'autres primes. Et pourtant, donc, voilà
progressivement les éléments de la gouvernance qui sont mis en place. Ça a induit quoi? Ça a induit une dynamique de réformes qui sont allées au bout. On n'a pas entamé et abandonné. Très peu de littérature, beaucoup d'actions. On a mis en place un programme d'action du gouvernement en décembre 2016. En avril, changer et tenter une révision de la Constitution pour coller avec le programme d'action du président Talon. Ça n'a pas fonctionné. Très bien. Il a mis en place une autre coalition. Et avec la même Constitution de 90, il a évolué. On a changé la charte des partis politiques. De 200 comme de partis clans, partis familles, on est devenu une dizaine, une quinzaine de partis politiques aujourd'hui. On n'a pas remis en cause le multipartisme intégral, on a juste élargi les champs. On a eu un code électoral qui, même ceux même qui ont voté, ont fini par comprendre qu'ils n'ont pas été capables de tenir le rythme. Donc du coup, voilà le nouvel. On dit on ne peut pas aller aux élections. On n'ira jamais aux élections avec ce code-là. Ce n'est pas possible. Dans ce pays, ça ne peut jamais se passer. On a mis en branle un mécanisme de chantage avec des violences totalement, enfin, du temps des années 70. Et heureusement, l'État est resté ferme. On a eu notre Parlement prétendument monocolore, mais qui a passé 4 bonnes années à faire des réformes encore meilleures qu'auparavant et finalement nous a donné une constitution qui répond en grande partie aux attentes et à la vision du président et à la vision que tout le monde prônait, regrouper les élections qui coûtaient très cher et gérer le seuil de représentativité, ainsi de suite, pour qu'on quitte les partis micro-partis à quelque chose de plus grand. Donc, voilà, et je peux continuer. Non, alors, donc, ce que je peux dire en conclusion sur cette partie, c'est dire quoi? C'est dire qu'il s'est instauré au sommet de l'État une manière de gouverner qui a mis les populations au diapason, qui les a mis un peu dans les rangs, comme le mot est un peu, l'expression est maintenant en vogue. Donc, on a mis les gens, parce que quand tu es élu, ce n'est pas pour te faire des jérémiades et pour te lamenter des blocages que tu as eu. Quand tu es élu pour apporter des réponses à des problèmes. Patrice Talon a apporté des réponses à des problèmes et a créé ce nouvel état d'esprit d'aujourd'hui. Et j'aime votre développement qui me donne aisément la possibilité de poser ma prochaine question. Alors, ce nouvel état d'esprit que vous venez de développer, selon votre compréhension évidemment, en tant qu'observateur et analyste, Agapit Napoléon Mafoikan, n'est-ce pas justement une autosatisfaction du chef sur la réactivité de ses collaborateurs plutôt qu'une adhésion? N'était-ce pas plus une pression? On se satisfait de la pression parce que Djuro béninois, comme certains le disent, plutôt qu'une adhésion populaire. Si c'était une autosatisfaction, mais casse la métier, là où tout le monde a échoué. Attendez. Là où tout le monde a échoué, lui, il a réussi. Donc déjà, le Bénin a mis un but hier au Botswana. Donc acte, quel que soit le match, on aurait pu mettre 5. On aurait peut-être pu perdre aussi. Mais on a mis, ça fait, c'est acte. On a gagné nos 3 points. Là où les autres générations ont échoué, au moins notre son équipe, on gagne ça. Et ça, c'est acté à vie. Vous ne voulez pas qu'il y ait autosatisfaction? On a dit, ah non, ils n'ont pas bien joué, ils auraient pu mettre 5 buts. Tant pis, ils ont mis. Ils peuvent être libérés demain, je ne sais pas mon souhait, ils ont mis au moins ces 3, ils ont gagné ces 3 points. C'est ça. Là où, depuis 60, on a échoué. Et une pensée pour le président Zinsou, qui a tenté des réformes. On l'a balayé en 18 mois. Et ainsi de suite. On a eu les 20 ans de Kérékou. La démocratie populaire, on connaît. Patrice Talon n'a pas eu besoin d'une autre révolution que 2 élections. Il a été élu en 2016, réélu en 2021. Il n'a pas eu besoin d'autre chose que la Constitution de 11 décembre 1990, que tout le monde adore, vénère et défie. On tsarise même cette Constitution. C'est celle-là qu'il a utilisée. Il n'a pas changé de loi, il n'a pris aucune ordonnance. Vous ne voulez pas qu'il y ait... Attendez! Non, attendez! Oui, quand on dit tout ça, ça vous paraît tellement normal. Ça montre que vous n'avez pas suivi les gouvernances successives, notamment sur le niveau démocratique, où même Mathieu Kérékou qui a pris un engagement de ne jamais prendre d'ordonnance en a pris. Donc, c'est pour vous dire, c'est pas aussi évident ce que vous dites là. Surtout lorsqu'il a perdu en 2017, en avril 2017, la révision de la Constitution, il aurait pu se perdre lui-même parce que c'est toute sa vision qui a été. Faire une coalition pour induire des changements, c'est pas évident, c'est pas facile. Bien. Maintenant, vous dites autosatisfaction?
plutôt qu'adhésion populaire. Comment vous savez qu'il n'y a pas adhésion populaire? Comment vous savez alors qu'il y a adhésion populaire? Bien, moi, j'ai la chance de vous poser le la dis. question. Pourquoi Cotonou n'a pas été rempli de foule le dimanche 7? Ça peut être également une manière pour la population de dire on ne comprend pas ce qui se passe, on attend pour observer ce qui va se passer. Très bien. Donc, ce n'est pas systématiquement une validation de la gouvernance. Donc, cet attentisme montre déjà qu'il n'y a pas d'adhésion à cette aventure-là. Ailleurs, aux premières heures, Cotonou, c'est la noire du monde. La ville, c'est la noire du monde. Donc, c'est vraiment après 9h, pratiquement vers 10h, que le ministre de l'Intérieur est sorti. Oui. Donc, mais c'est suffisant entre 7h et 9h, c'est suffisant pour que les gens sortent. Que dans les garnisons autour de nous, que les gens sortent, tirent en l'air et disent vive la révolution, ou bien quoi là. C'est là, c'est la meilleure adhésion est là. Ça vous paraît, oui, les citoyens lambda, le peuple n'aspire qu'au changement, enfin, qu'à être dirigé. Et quand le dirigeant montre que lui-même il travaille, la révolution, c'est parce que les gens en ont fait en 89. La révolution, c'est un temps qu'il faut qu'on réintroduise et qu'on réapprenne aux jeunes l'exigence, l'autorité de l'État, le sens du patriotisme, le devoir envers l'État et nos martyrs du 16 janvier 1977, on devrait pouvoir les apprendre. Et vous comprendrez que le sens du patriotisme, ce qui, quelqu'un comme le général Bada, qui aurait pu se cacher tranquillement, jouer le jeu des mutins pour dire, ah, moi, écoutez, il a perdu son épouse dans cette affaire. Et regardez l'autre qu'on a blessé, le colonel Gomina. Donc, qui est pas le général. Moi, je dis toutes ces choses-là. Si vous cherchez adhésion, vous trouvez. Les soldats qui, finalement, ayant compris que les gens les manipulaient, se sont retournés contre les mutins. C'est ça qu'on appelle l'adhésion. Vous pensez que c'est aussi facile, hein? Non, c'est pas si facile que ça. Vous voulez des preuves, en voilà. Mais je vais aller plus loin. D'accord. Pourquoi les lois existent? Les lois existent pour implémenter une manière d'être, une manière de se comporter. Les dirigeants sont là pour ça. C'est pour ça que la démocratie d'Athènes a vécu. On élut les populations élisent les représentants. Pour les représenter, justement, prendre des décisions à leur place. Et donc, ce qui paraît bon, ce qui est bon et bien, ils le font. Et donc, moi, je ne veux pas dire qu'on a mis les populations, ils sont mécaniquement, non, comme en Corée du Nord, où quand se le réveil, on fait gloire à Dieu, à Kim Il-sung, à Kim Jong. Donc, je ne dis pas ça. Donc, mais, aujourd'hui, beaucoup comprennent le sens du travail et du travail bien fait et se rendent compte que quand nous travaillons et on ne disperse pas nos ressources, on bâtit, on construit. Les démocrates ont été aux élections en 2023. Pourquoi ils n'ont pas ramassé les suffrages? Alors qu'ils voulaient rétablir la démocratie et faire entrer les détenus politiques, les exilés et sortir les détenus politiques. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Vous connaissez leur réponse à cette question? Non, ça c'est eux, c'est logique. Mais, oui, bon. mais à moins que vous ne croyez pas... attendez, soyons sûrs. À moins que vous ne croyez pas à nos institutions. Parce que moi, j'ai non seulement une institution, dans cette maison-ci, dans une autre posture, nous avons collecté les informations. Bien sûr. Ils sont mauvais perdants. Donc moi, je ne vais pas prendre leur mauvais... Donc ne m'amenez pas sur ce terrain. Non. Ce n'est pas une remise en cause de l'institution. Donc ne perturbez pas mon développement par une manière, par des gens qui ne savent pas perdre et ni gagner. Donc ils savent que gagner. Donc du coup, je dis... Moi, je n'ai même pas attendu les institutions. Oui. Nous avons fait ce travail ici et n'injuriez pas tout ce qu'on a utilisé pour coller les correspondants des radios, qu'on nous avons utilisé dans tous les contrées pour avoir les données. Donc, si le peuple n'a pas donné suite aux attentes du Parti des démocrates, qui avait une litanie de trucs totalement désuets, qui n'avaient pas de sens, de pied ni de queue, qui sont des actes de gouvernance et non de projets de législature, ne me dites pas où sont, ne me demandez pas où sont les éléments. Les éléments sont là, tangibles. Ça ne veut pas dire que les gens se questionnent. Qu'est-ce que les bonnes dames disent au marché? T'as un acte nous et à Blo, ben, après nous, toi aussi, nous on dit quoi. Donc, les gens, ils adhèrent. Le problème, ils posent leur problème quand même. Ça ne veut pas dire que ils sont contents de tout. Mais ce nouvel état d'esprit est là. Il est peut-être à parfaire. Il y a des choses à corriger. Il y a un certain nombre tout ne peut jamais, aucune œuvre humaine ne peut être parfaite, mais on a changé de disque du mental. Et ça, personne ne peut me démontrer le contraire. Et comme je le dis toujours, moi, j'adore les débats.
Et celui qui veut, il a qu'à, qui pépille, je pépille, comme on le dit, quelqu'un demande, je prends. Et sur n'importe quelle télévision, n'importe quel organe, moi je suis preneur. Le disque du mental a évolué, nous avons évolué, le cerveau a évolué, dedans la ça a évolué, et le béninois, il a changé. Mais il ne peut pas changer radicalement, et tout le monde ne peut non plus applaudir, parce que quand il y a de ce type de changement, des gens sont laissés sur les quais de la gare, parce qu'ils ne comprennent pas. Même dans la Sainte Bible, lorsque Zorobabel a été appelé à aller reconstruire Jérusalem, pas le roi Cyrus, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont été déportés 70 ans durant, on leur a demandé, venez, on va retourner pour aller rebâtir. Mais ceux qui se sont déjà à Babylone, ils se sont déjà mis douillets dans un autre confort. Même dans l'exil, ils ont oublié Jérusalem. Donc du coup, l'autre, il a tenté de les mobiliser, mais très peu l'ont suivi, mais ils ont pu. Ils ont combattu ceux qui les ont bloqués, ils sont allés à Jérusalem. Ça, c'est dans le livre d'Agé, si vous voulez, allez lire la Sainte Bible pour comprendre la suite. Je connais bien l'histoire. Agé ou Esdras. Alors, donc, c'est pour vous dire quoi? Même dans la Sainte Bible, c'est pas aussi évident de rallier tout le monde à une cause. C'est pour ça que il y a toujours une coalition pour le changement. Vous créez des militants, des soldats du changement et vous avancez. Tant que la cause est juste, les autres suivent toujours le. Et aujourd'hui, je ne sais pas celui qui va dire que la cause n'est pas juste. Lorsqu'on a sorti cette affaire du Sénat, nous tous on était surpris. Quand à la rentrée parlementaire, les députés ont lancé. Moi, je ne peux pas vous dire que je ne suis pas surpris. Parce que, hélas, nos députés ne communiquent pas sur les projets. Bon, parfois on les découvre. Ce n'est pas des choses qu'on doit corriger. Parce que, pour moi, je trouve. Mais ça, c'est une autre dynamique. Mais donc, comme en tant que journaliste, on devrait savoir ces choses-là. Parfois, on vous met on vous informe et on dit embargo. Et si des gens fuient, on les sort. Aujourd'hui, tout le monde connaît, avec les technologies avancées, on peut savoir qui a fuité. Mais bon, on est encore au temps où vous découvrez ça un peu comme monsieur tout le monde. Donc, on était tous choqués. Mais, on dit, ah, mais c'est quoi ça encore? On est en fin de mandat, pourquoi ils veulent? Mais lorsqu'on a commencé à décliner le bien fondé, avec trêve politique. Vous ne voyez pas que la mise en place. Donc, le président Talon lui-même sait, et sa majorité sait que ce n'est pas aussi mécanique. Et le président dira devant les journalistes, moi je sais que j'ai pu le faire parce que je suis peut-être chanceux. Voilà son expression, il est peut-être chanceux. Moi je dis, je leur dis, tu as du génie, c'est pas chance, c'est du génie de le faire ainsi. Et puisque, ou la chance, ou le génie, ça ne se partage pas tous les jours et on ne les rencontre pas tous les jours. Peut-être que celui qui viendra aura plus de génie ou de chance, mais il peut en avoir moins aussi. Donc il faut mettre en place des balises et c'est comme ça que les structures existent. Lorsque Delano Roosevelt a passé du temps aux États-Unis au point de vieillir tellement, montrant une image pas agréable des États-Unis alors qu'il est maître de grands changements du miracle américain, on a fait quoi? On a limité le mandat. On a limité le mandat pour que vous ne veniez pas longtemps, vous ne restiez pas longtemps. C'est pour dire quoi? Des phénomènes comme ça induisent certaines actions. On a créé aujourd'hui un Sénat. On a mis en place une trêve politique. Il y a des choses qui étaient pour nous des blocages. On les a mis en place. La criette est créée. C'était d'abord en une seule décision. On est passé en appel après des revendications. Ça se met en place le Bénin nouveau. Bien. Donc, le nouvel état d'esprit, ce miracle, comme dont parle le chef de l'État, parce que c'est vraiment un miracle, c'était pas du gagner. Et donc, pour moi, il est en place. Aujourd'hui, Patrice Talon peut quitter le pouvoir en paix. Va-t-il résister, ce miracle, enfin ce nouvel état d'esprit à son départ? On n'a pas le choix. Les balises sont là. Aujourd'hui, ne pas mettre en place les balises pourrait, et c'était ça l'inquiétude de beaucoup. Le prochain peut chercher à désenfler. Il ne peut pas, il n'a aucune raison de le faire. Vous savez, l'exemple c'est plus simple, comme je vous l'ai dit, c'est la Constitution française actuellement, de 58. Qui est là le plus attaqué? François Mitterrand. Qui en a le plus joui? François Mitterrand. Il est le seul à se taper 2 fois 7 ans, 14 ans au pouvoir. Et il est celui qui a fait la cohabitation 2 fois. C'est-à-dire que celui qui a dénoncé cette constitution et qui l'a attaqué le plus, c'est lui. Et c'est lui qui a trouvé les subterfuges pour créer les coalitions qu'il fallait, arriver au pouvoir en 81, quitter le pouvoir en 95, 14 ans, et ensuite profiter de cohabitations 86, 93. Donc c'est pour dire simplement quoi?
ce n'est pas évident. À dire qu'on ne sait pas l'arbre sur lequel on est assis. Même si les démocrates aujourd'hui gagnent le pouvoir, ils ne mettront jamais, ils ne toucheront pas au seuil, ils ne toucheront à rien. Parce que c'est au regard de ça qu'ils ont gagné, ils réfléchiront par mille avant de tailler la superstructure. Parce que s'ils taillent l'arbre, ils seront les premiers, l'un des premiers en partie. Parce que, à moins qu'ils ne mettent pas l'action au cœur de leur gouvernance. Si c'est la rhétorique que j'entends là, bon, ça ils vont ouvrir les frontières à tout le monde, ils vont ouvrir les prisons et faire sortir tout le monde, d'accord. Mais 3 ans après, les prisons seront remplies d'autres. Comme je le dis toujours, le prison c'est un mauvais endroit, mais il y en a toujours des moyens pour envoyer des gens, parce que entre ceux qui perturbent l'ordre public et ceux qui perturbent la quiétude des populations, il y en a toujours dont la place est là-bas. Donc, même s'ils ouvrent aujourd'hui, ils vont les remplir demain, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut des solutions durables et non de la démagogie électoraliste. Et c'est pour ça que je dis, le nouvel état d'esprit est là. Il a été mis en place peut-être presque à pas de charge. Je peux même dire imposé, comme pour vous satisfaire. Mais, moi, je suis porte-voix peut-être des gens. C'est vous qui posez la question. C'est vous qui posez la question. Oui. Donc, je peux même dire qu'il a été imposé, disons-le. Mais il a été imposé par quelqu'un qui a réussi à l'imposer sur la base des lois de la République qui n'ont pas changé. Bien au contraire, qui ont été renforcées. Et on a donné à l'État son autorité sans brimer, sans toucher aux droits des citoyens. Moi, quand on dit que le Parti Talon a attaqué les libertés, il n'y a pas de liberté. Mais ceux qui le disent, eux, ils le disent sur les réseaux sociaux, ils font des tweets, ils font des trucs au TikTok, ils font des vidéos. Il y en a qui circulent librement dans le pays. Est-ce qu'on les touche? On ne les touche pas, parce qu'il y a la liberté. Mais la liberté a des limites aussi. Et que même au niveau de la liberté de presse, la loi organique de la a prévu les limites à la liberté de presse. Et donc, lorsque la loi même a limité des libertés et que vous les enfreignez, c'est de la démocratie et au nom de la liberté qu'on vous prive de liberté parce que la loi a prévu ça. Donc, on n'abuse en rien. C'est des anarchistes et des gens qui sont tellement loin des cercles du pouvoir, qui ne comprennent pas comment se gère le pouvoir, qui sortent ces gens de démagogie, de propos démagogiques, parce qu'eux ne sont pas là. Quand ils seront là, ils feront pire. Alors, un peu comme vous, ce matin, le ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie déclarait que les résultats visibles de cette dernière décennie prouvent que la fermeté était le passage obligé pour sortir le pays de l'immobilisme. L'autorité de l'État. Oui, absolument. On a remis l'autorité de l'État au cœur de la gouvernance. L'anarchie, on l'a repoussé un peu loin. On ne peut pas dire qu'on l'a jugulé, mais on l'a repoussé un peu loin. Et c'est tant mieux pour la République. Et cela nous permet donc d'embrayer sur notre deuxième sujet ou la deuxième partie de notre émission. Je tiens quand même à dire tout. On n'a plus beaucoup de temps. D'accord. Il faut que les partis politiques prennent le lead maintenant. Vous savez, les dispositifs sont maintenant en place. Le Parti Talon a démontré qu'on peut, que le miracle est possible. Oui. On a, peut-être, comme vous l'avez dit, à pas de charge parfois. Donc, presque imposé. D'accord, je suis d'accord. Les lois sont là. Les structures sont là, les institutions sont là. Il appartient maintenant aux partis politiques de prendre le relais et d'expliquer. Et d'être aussi, et que les leaders politiques soient aussi des vertus, des porteurs de vertus. Il faudrait que dans leur action quotidienne, dans leur relation avec les populations, il y ait une sorte de communication, une osmose, pour qu'ils passent le message. Je ne sens pas ça toujours. À quel moment ils vont le passer? Bon, si on prend le cas après les élections. D'accord. Oui, mais on a dit, vous avez parlé de la durabilité. Absolument. Voilà, donc après ces élections, on a 7 années. Oui. Et donc 6 années de trêve. C'est l'occasion pour eux. S'ils ratent ces 6 années, ils auraient tout raté. Et je pense que c'est le seul risque, c'est à leur niveau. Il faut qu'ils travaillent, les élus, les 109 députés que nous aurons, leurs suppléants, les 77 maires, et tous ces milliers de conseillers et autres, il faudrait qu'ils travaillent chacun dans sa localité à asseoir ce nouvel état d'esprit. Donc, moi, regardez les SE qu'on a mis en place. Combien ont été destitués? On a parlé, mais c'est quand même nouveau. Mais ça fait une dizaine, c'est 77. On n'a même pas destitué le cas. Ça veut dire que le mécanisme est déjà là. Il faut qu'on le maintienne. Et ça, le rôle incombe aux partis politiques à qui
l'État a confié désormais la main, a donné la main. Ils ont la haute main sur la dévolution du pouvoir. Et moi, j'estime qu'ils ont un gros travail à faire. Certains le font, je ne veux pas créer la jalousie, mais il me semble que ce n'est pas encore partagé. Les écoles de parti doivent être mieux que ce que nous voyons là. Je pense qu'il y en a plein qui méritent qu'on leur raconte l'histoire du pays et qu'on leur montre qu'ils ont gagné peut-être à la loterie d'être à leur place et qu'ils doivent maintenant valoir ce que le Graal qu'on leur a confié. C'est important parce que ce n'est pas toujours ça. Et parfois, ils créent des frustrations. Pas même dans leur camp, mais au sein des populations qui n'ont rien à voir avec la politique politicienne. Mais ils ont l'impression que certains se comportent en de vaillants parvenus, totalement dessouchés, déracinés, hautains et sans aucune culture politique. Oui, les questions que vous posez dans 7 ans, si on maintient le rythme, dans 7 ans, lorsque le président qui va venir en avril, sera en train de finir son mandat, on ne posera plus cette question. Parce que ça serait rentré progressivement dans les habitudes. On ne va pas tout changer totalement, mais on sera déjà dans un projet. Donc, pour moi, ça va se mettre en place, mais il faut des conditions pour que ça devienne mécanique. Les sociologues qui ont peur, ils ont peut-être raison, eux ils sont sociologues, et ils veulent voir ça dans le comportement de la population en même temps. Non, je pense que s'ils étaient du secteur de la sociologie politique, ils comprendront que les rapports de gouverneurs-gouvernés sont déjà réglés. Et en la matière, le gouvernant a été mis en place par le gouverné, donc a été mandaté par le gouverné, donc qui était à un moment donné en posture de peuple, pour qu'il prenne des décisions en son nom et qu'il agisse, donc pour son bien-être. Lorsqu'un problème arrive, il y a 2-3 solutions peut-être. Le gouvernement prend une décision. Il peut en avoir 2 autres aussi possibles. Mais c'est lui qui est là. Tant que ça produit les résultats, on doit accepter et avancer. Les partis politiques, je les interpelle à accompagner cette nouvelle état d'esprit pour que le miracle devienne désormais notre logique. Voilà. Notre logique. Donc, si on fait un miracle, ça va être naturellement, c'est ça au Bénin. Naturellement, c'est ça au Bénin. Voilà. Ces partis politiques donc font leur opération de charme aux populations qui seront le peuple dès le 11 janvier 2025. Et dans cette opération de charme, Agapit Napoléon Mafoikan, chacun a ses stratégies. On va commencer peut-être par celle de la majorité. Vous l'avez certainement vu, le BR et l'Union progressiste Le Renouveau qui lance une campagne conjointe donc pour ces élections du 11 janvier 2025. Alors, vous y comprenez quoi? Que des concurrents se mettent ensemble pour lancer une campagne électorale? Ils ont pour chef le même chef, le président Patrice Talon. Oui, mais au décompte, chacun comptera ses députés. Merci. Donc, première chose, ils ne sont pas nécessairement concurrents. Seulement pour les élections locales, enfin des élections comme législatives, c'est pas comme si c'était l'élection présidentielle, je comprendrais. Pour des élections comme élections législatives et communales, j'ai quand même quelques petites appréhensions. Ça m'a l'air plus un folklore d'union, d'unité, mais ça peut perturber l'électeur. Parce que est-ce qu'il y a Parakou, 8e circonscription électorale Parakou, je pense que Tchaoro et autres, est-ce que l'électeur en votant BR ou en votant l'UP vaut toujours le même? En les voyant ensemble, s'ils cachetaient les 2 logos ensemble, est-ce que ça ne crée pas une confusion? Je ne pense pas que ce soit une bonne inspiration pour la campagne, pour des campagnes des législatives et des communales. Ils sont déjà ensemble. Le chef de l'État constitue le sommet de la pyramide et essaye quand même de maintenir cette harmonie entre eux. On le sait, c'est déjà acté déjà par la désignation du candidat à l'élection présidentielle. Pour moi, je ne l'aurais pas conseillé si j'étais dans une position. Mais cela dit, ça reste toujours un point de vue. Peut-être que les idées qui ont conduit à cela sont meilleures que celles que moi j'aimais. Donc, Pour ce qu'on a entendu de ce lancement, j'allais dire, de la campagne conjointe, c'est pour afficher une certaine unité, surtout après l'attaque du 7 décembre, mais comme préoccupation que vous soulevez qui est majeure, pour qui l'électeur votera effectivement dans les urnes le 11 janvier 2025. Non, l'électeur n'est pas bête, donc les gens vont faire campagne finalement, ils sont, comme j'ai dit, ils ont affiché leur unité, bon, donc acte, après, bon, la campagne va se mettre en place.
place et chacun va y aller. Mais je pense que non, l'unité est déjà claire, hein, ça se voit déjà. Le Bénin est un, il est indivisible, rien ne branlera. Je pense que autant on a parlé du miracle, on a parlé aussi de l'âme du Bénin. Cette âme existe, tout le reste devient, disons, vanité, à mon humble avis. Donc du coup, bon, c'est une inspiration. Ça vaut ce que ça vaut. Et voilà. Dans le même temps, les deux blocs interdisent à leurs candidats d'afficher des images de campagne à l'effigie individuelle de ces candidats-là pour cette campagne des législatives et communales. Alors, finalement, moi j'ai bien envie de demander si pour des élections de proximité, les électeurs ne votent pas pour les individualités. En principe, pour des élections législatives, autant nous sommes dans les circonscriptions électorales, autant l'élection est nationale. Le député est l'élu de la nation. Donc du coup, autant afficher les 109 photos et les 109 suppléants. Donc ça fait 218 images. Si vous ne pouvez pas le faire, donc pas d'image. Je pense que c'est mieux ici. Et puis, il n'y aura aucune image, donc c'est le logo. Le jour des élections, votre logo. Mais est-ce qu'on a déjà atteint la culture, justement? Est-ce qu'ils ont travaillé à la culture de leur parti? Le logo, c'est le logo qu'on vote. De toute façon, les autres qui font image, c'est le logo. Moi, je trouve que ça, c'est la plus facile des décisions à prendre. Je trouve qu'ils ont bien fait de prendre une telle décision. Le jour des élections, c'est le logo, on vote. On ne vote pas les photos. En dehors de l'élection présidentielle, on ne vote pas les photos. Est-ce que même l'élection présidentielle, on voit les photos? Je ne me rappelle plus. Mais de toute façon. Oui, en 2021, c'était, je crois bien, si ma mémoire aussi elle est bonne, c'était Talon Talata, on voyait les deux. Les images, non. Ouais, parce que je pense que l'élection présidentielle, on vote, on cachette les photos. Mais pour les élections communales ou législatives, c'est les logos. Donc, autant montrer aux populations. Donc, bonne décision pour moi. Je pense que ça permet de passer le message sur toute l'étendue du territoire national. De ne pas afficher des personnalités qui, peut-être, à mon humble avis, ne sont que tête de liste. Et qu'en bas, il y a des gens qui se font travailler pour que la liste gagne. Donc, du coup, dans une situation où il y a 5 personnes, donc il faut mettre 10 photos. Il faut mettre 10 photos. Alors que d'habitude, on ne met pas 10 photos, on met d'abord tête de liste et puis on met les autres petits. Or, peut-être le petit qui est en bas là, c'est lui qui va remplir son arrondissement pour que la circonscription électorale, je trouve que c'est, en tout cas pour moi, c'est une très bonne décision, je salue. Et dans cette opération de charme, il y a un parti qui propose de passer du scrutin de liste au scrutin uninominal. Moi, ma question, la voici. Est-ce que cela ne nous ramènera pas aux députés de village alors que la réforme actuelle vise des partis à dimension nationale? C'est tout un changement qu'il prône. C'est le parti Moël Bénin. C'est tout un changement que prône le parti. Je pense que j'ai lu Globe, j'ai écouté Jacques Ayadji. Je l'ai écouté au lancement de l'offre de législature de Moël. Moël, c'est un parti d'idées. Après, il faudrait peut-être qu'il soit... Moi, je prierais bien je donnerais peut-être, si j'avais la petite baguette magique, je donnerai l'essentiel pour qu'ils se retrouvent au Parlement et qu'ils confrontent leurs idées avec les autres. Peut-être que ça les ramènera à l'étape de gouvernance. Vous savez, c'est bon des idées. Les idées sont novatrices et quand vous lisez. Après, oui, réconcilier le député avec les populations, oui, c'est une bonne idée. Et c'est ça que je disais tantôt. Il faut que nos députés descendent pas avec les caméras, pas avec un véhicule vite teinté. Quand je suis l'élu de la nation, je peux débarquer dans n'importe quelle circonstance, dans une voiture banalisée et marquer, comme je vous l'ai dit une fois, on peut aller dans l'église du quartier, mais je ne suis pas musulman, mais pourquoi ne pas attendre la fin d'une prière et saluer l'imam et dire je suis l'élu j'ai été élu dans la 22e circonscription ou dans la 19e, mais je me retrouve dans la 3e circonscription électorale. C'est-à-dire avec les députés élus par là. Vous avez une sorte d'opération de charme, mais qui n'attendent pas la veille des élections ou bien la veille des fêtes. Il faut créer avec les populations un contact permanent et continu. Ça, nous ne l'avons pas. On ne l'a pas et il faut travailler. Ce n'est pas les rencontres des directions exécutives nationales ou des hautes directions. On va voir le roi. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la présence. Et je pense que le député est quand même assez payé. Pas grand-chose peut-être, mais il a quand même un minimum pour ça. Oui. Il faut qu'il travaille pour ça. Que les élus locaux essaient d'être proches
et ne transfère pas en bas les pratiques du RAW, encore qu'aujourd'hui le RAW devient de plus en plus vertueux. Donc il faudrait peut-être qu'ils regardent ce qui se fait en haut en termes de vertu et les descendre vers le bas. Donc voilà, moi elle est dedans. Je connais Jacques Ayadji, toujours j'en parle. Donc c'est le leitmotiv de ce parti, mais il n'est pas encore dans l'action législative directe. Donc il faudrait peut-être qu'ils aient l'occasion d'être dedans et confrontent leur idée avec les autres. C'est sans doute peut-être que ça peut donner quelque chose. Moi, je ne suis pas partisan absolu du scrutin uninominal. Je pense que c'est source de division. Le scrutin de liste a ceci peut-être de faiblesse que les efforts, celui qui est en tête de liste, lui, peut rester tranquille et les efforts des autres vont le faire. Donc, mais il y a une sorte quand même de communauté de destin qui emporte ce scrutin qui me paraît meilleur. On mutualise, on crée une communauté de destin et à mon humble avis, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est mieux. Bien. Et de l'autre côté, Agapit Napoléon Mafoigan, l'opposition représentée par le parti Les Démocrates a des arguments de campagne. On a entendu par exemple son représentant sur le duel ce matin sortir les arguments connus, par exemple seuil de représentativité de 20% comme exclusion, un verrou dictatorial, on nous persécute, le pouvoir utilise la force publique et à cela s'ajoute le retrait de la garde de corps, donc de la sécurité rapprochée. Merci, de l'ancien président de la République en pleine période électorale. Sur cette question spécifique, cela doit être, je crois, la deuxième fois, si ma mémoire elle est bonne. Il y a eu une affaire comme ça en 2019. Alors, Agapit Napoléon Mafoigan, son statut ne lui octroie pas le droit d'avoir une garde rapprochée. Eh oui, il devait en avoir, et il en a eu. Oui, mais non. Donc si on le lui a pris, ça dépend. Sans expliquer. Ça dépend, enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Et moi, je ne peux pas écouter une source et aviser. La question, elle est suffisamment cruciale, délicate, et ne peut pas se faire sans l'avis du recommandement, quel qu'il soit. Donc, je ne me vois pas en train d'aviser sur cette question s'il n'y a pas une communication officielle. Il doit y avoir des raisons, de graves raisons, si on le lui a enlevé. Donc, du coup, il faut attendre une communication en la matière. On ne s'amuse pas avec cette question, à mon humble avis, et je ne voudrais pas émettre des avis sans la maîtrise. C'est comme commenter une décision, il faut attendre les motifs. Si vous n'avez pas les motifs, vous ne pouvez pas savoir sur quel as celui qui prend la décision c'est appuyé. Voilà. Mais avec la haine de son parti contre la gouvernance actuelle et cet épisode-là, n'est-ce pas la majorité peut-être elle-même, finalement, Agapit Napoléon Mafoigan, qui offre à l'opposition des arguments pour concrètement le battre sur le terrain? On n'a pas d'opposition. On a des groupes de jérémiades, un peu le taré qui se lamente que l'autre soit premier. C'est l'image que ça me donne ce parti, les démocrates. Ce n'est pas une opposition. Il s'oppose à quoi? Concrètement, moi, je ne sais pas. Si l'opposition doit être personnalisée, donc ce n'est pas de l'opposition. C'est une sorte donc de guerre de personnes. Et moi, je ne vois, le parti des démocrates ne propose rien. Je ne vois pas leur problème, je ne vois pas ce qu'ils proposent comme parti politique. Le rôle d'un parti politique, c'est donc d'avoir une offre. On n'a pas de l'offre de législature du parti Moël Bénin. Voilà du concret. Mais quelle est l'offre de législature du parti des démocrates? Il n'y en a pas. C'est jérémiade. C'est plainte, c'est lamentation. Ah, le ministre des Finances, le candidat, il doit démissionner. Ah, le directeur des impôts nous a bloqué. Ah, on a demandé pour quelle élection on doit prendre le quitus. Ah, et puis, on est dans tout ça. Mais à quel moment il faut se concentrer? Bon, là, c'est rendre aux sojaculteurs et autres c'est réducteur, c'est réducteur. J'ai lu également quelque part un candidat qui propose moins de frais de péage une fois. Oui, mais vous voyez, c'est de la démagogie. Mais ça ne pose pas les problèmes des citoyens. Ça pose aucun problème. Parce que l'argent qui va, ok, tout ce qu'il dit là, il a sillonné la sous-région. Il connaît le prix des péages? Certainement. Non, il ne connaît pas. Non, il ne connaît pas. Il fait de la démagogie. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est un risque d'être aussi péremptoire. Non, il ne connaît pas. Il fait de la démagogie. Il ne connaît pas. S'il connaît les coûts des matériaux, s'il connaît les coûts pour faire les routes, il comprend. Il est déconnecté avant même d'être élu.
Alors là, donc du coup, quand lui sera élu, je ne sais pas comment il va fonctionner. Vous voyez, moi, je rêve d'un parti d'opposition qui est dans du concret. Un parti d'opposition qui propose, qui a déjà son ministre des Finances, qui a son ministre de l'Économie, qui a son ministre de la Sécurité, et qui travaille sur ces axes et oppose au gouvernement en place du concret. Mais quand ce que j'écoute là, c'est des jérémiades, c'est des lamentations, et il y a des problèmes démagogiques. Ce n'est pas ça l'opposition. On peut faire beaucoup mieux. Hein, c'est copies pâles, hein, totalement pâles, illisibles, à reprendre. En réalité, voilà ce qu'ils offrent. Moi, quel argument ils ont? Évidemment, ils jouent sur la psychologie des Béninois. Enfin, ils pensent que certains sont encore dans le temps de la préhistoire, bien, enfin, où on a connu dans les années 60, où on joue sur le mental. Et dommage que certains continuent dans certaines localités, ça fonctionne comme ça, c'est dommage. Mais, comme je le dis, c'est pas ça qui va leur faire les 20%. Parce qu'ils sont à la course de 20% dans 24 situations électorales. Donc, ils font feu de tout bois. Ils utilisent toutes sortes de subterfuges. Ils se victimisent pour avancer. On ne peut pas gagner une élection. La fin justifiera les moyens. Oui, d'accord. Dans ce cas d'espèce. Mais une fois quand ils vont atteindre cette fin, ils vont en faire quoi? Ils ne peuvent pas gouverner. La preuve, ils étaient au Parlement 3 ans. C'est quoi leur résultat? Lamentation, jérémiade, politique de la chair vide, accusation sans fondement. Voilà le bilan. Et vote contre systématique le rapport du président de l'Assemblée nationale. Mais ça ne les gêne pas d'aller en mission et de prendre les frais de mission, de prendre les émoluments, d'utiliser les moyens, d'avoir les attributs de leur fonction de président de groupe parlementaire, de président de commission. Ça ne les dérange pas. Membre du bureau de l'Assemblée nationale, ça ne les dérange pas de prendre les avantages. Ça pose un problème d'éthique. Ça pose un problème d'éthique. On peut s'opposer. Moi, je trouve que la gouvernance talon n'est pas exempte d'opposition. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'opposer. Absolument. Il y a des trucs sur lesquels on peut faire des propositions alternatives. Mais ce parti ne travaille pas dans ça. On dit, on nous a empêchés d'aller aux élections. Donc, certainement, c'est le gouvernement qui lui a dit de lancer une primaire à la veille, alors qu'on est à moins de 10 jours de la fin. C'est le gouvernement qui a demandé qu'il lance même le débat de l'auto-parrainage. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, c'est la majorité qui lui a dit d'aller dans ça. Bon, imaginons même que les gens aient manipulé mon ami Sodino. Oui. Imaginons même. Mais si vous n'avez pas offert si le mur n'est pas fendu, la lueur ne peut jamais pénétrer. Je pense que ce parti, ils ont besoin d'une force. D'accord, quand vous les regardez d'ailleurs, mes amis du parti de la démocratie, vous allez voir, il y a un problème de culture politique. Beaucoup sont jeunes. Ils n'ont pas de culture politique. Vous savez, la politique, on ne se lève pas à dire je fais de la politique. Donc, la politique, c'est pas un jeu d'émotivité. La politique, c'est un construit aussi. Il n'y a pas une école qui forme à la politique. C'est une affaire d'expérience. On peut se former à la science politique, à la théorie de la politique, mais à la pratique. Et vous regardez, la plupart des qui y a fait, ils sont ailleurs. Ils sont au FCBE, ils sont aux démocrates, ils sont à l'Union progressive de renouveau, ils sont au bloc républicain. Les jeunes, bon, évidemment, mon grand frère Zetassou et le ministre Tigri sont là, deux, trois autres anciens. Oui. Mais la plupart, c'est des jeunes qui se forgent. Je pense qu'il faudrait qu'ils aillent à l'école de la modération et surtout, ils lisent la théorie de la politique. Ça leur permettra de comprendre que on ne peut plus continuer aujourd'hui à faire la politique de l'émotivité. Il faut faire la politique de l'alternative. Voilà ce que moi je propose. Et il ne faut pas faire la politique de la peur. Il faut faire la politique de la démagogie. Il faut faire la politique de l'alternative. Voilà ce que, à la place du gouvernement, voilà ce que moi, si je suis chef de l'opposition, je vous jure, je vais faire les 7 années-là. En étant présent sur la scène politique. On n'aura aucune raison de me prendre. Jamais. Parce que dès que tu connais la loi, tu bornes ton comportement. C'est tout. Mais ce n'est pas les jérémiades. On ne peut pas fonder un projet de société sur les jérémiades. Ce n'est pas normal. C'est un abus des populations. C'est abuser
de nos populations, eux n'ont pas le temps de se lamenter quand il ne pleut pas, quand les sauterelles ou bien les termites vont bouffer leur truc. C'est-à-dire que nos populations subissent et les politiques gâteux se jouent les gâteux et se lamentent. Je pense qu'il faut que nous ayons un peu de respect à nos populations et que nous essayions, ceux qui ont la chance de faire partie de l'élite politique, l'élite intellectuelle, faisons l'effort de faire de la pédagogie. Le pouvoir est divin. On ne le sait pas en se lamentant qu'on le gagne. Quand ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et quand c'est pour vous. Et le président Yahi le sait tellement bien, lui, qui en 2006 l'a gagné alors que les Rongwedier et Aboussou étaient là depuis longtemps. Le pouvoir est divin. On ne le gagne que si Dieu vous en donne grâce. Et si vous n'en avez pas grâce, franchement, remerciez Dieu d'être là où vous êtes et dites vive la République. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican, pour la disponibilité à répondre à nos questions. Nous avons fini et ce sera le dernier numéro de 2025. L'occasion donc de dire à tous nos téléspectateurs, on aura l'occasion de le dire de vive voix le 4 ou le 11, ça dépendra, mais certainement le 4. Et en tant que responsable de l'organe, peut-être le 31, le premier au premier, la seconde, première heure. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent 52 semaines de décryptage. Nous avons raté peut-être pendant au mois de... On a raté 2 ou 3 numéros. Au plus 5 cas, au plus. Voilà. Donc, en tout cas, c'est au plus 5. On essaie de tenir le rendez-vous. Merci à vous. Merci pour vos retours respectifs. Merci pour les contributions. Merci pour les internautes qui nous attaquent aussi. Bon, ça renforce aussi. Donc bon, il y en a qui vont à l'outrance. C'est pas grave. Mais nous servons. Si l'état d'esprit, c'est le Bénin, mais franchement, défendons le Bénin avec Raïm. Attaquez-moi. Si vous voulez, c'est pour être heureux dans ce Bénin, faites-le seulement. Mais le code du numérique me donne des droits aussi. Donc voilà, merci à vous tous et merci au cadre, aux gens du cadrage, donc nos amis qui nous donnent caméra pour avoir lumière et son, aux réalisateurs différents. De l'autre côté, le son et la programmation qui nous permettent donc d'être sur les 2 canaux, Canal Plus et la TNT, entre autres, ceux qui travaillent pour qu'on soit sur le numérique. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plein d'équipes derrière le journaliste qui pose les questions et le consultant qui répond. Il y a toute une grande équipe qui contribue. Merci à vous tous. Fêtons en bonne santé. Et entamons la nouvelle année en bonne santé avec surtout de nouveaux défis. Défi d'avoir un nouveau Parlement, défi d'avoir de nouvelles assemblées communales, défi d'avoir un nouveau président de la République, défi d'avoir un nouveau gouvernement et défi d'être dans un Bénin qui gagne avec un nouvel état d'esprit. Donc, et surtout dans un Bénin qui désormais a une âme. Et ça, c'est le Bénin qui gagne. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican, directeur et notre consultant politique sur ce plateau du décryptage. Merci surtout à vous, mesdames et messieurs, qui nous suivez tout le temps, un peu comme le directeur l'a dit. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de production, toute l'équipe du service de l'information, du service éditorial. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le décryptage, ce numéro, le dernier de l'année, reste disponible sur nos plateformes numériques. Vous pouvez le suivre ainsi que toutes nos productions sur notre chaîne YouTube eTélé Bénin et sur notre application que vous pouvez télécharger au nom de eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.